messieurs, bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve dans Sport à la Une. Vous le savez, le rendez-vous est pris tous les lundis soirs à partir de 22h sur la TFM. Ce soir, notre invité est Maître Babacar Ndiaye, président de la Fédération sénégalaise de basketball. Les championnats féminins et masculins de basket devaient démarrer ce week-end. Ils ont subi un report de 72 heures. Premier couac sous l'air de la nouvelle fédé. Maître Babacar Ndiaye nous en donnera les raisons. Les équipes nationales et leur préparation aux Jeux Olympiques pour les filles et au tournoi pré-olympique pour les garçons. Le choix des entraîneurs en vue des échéances, les programmes pour le développement du basket national. Voilà divers sujets que nous aborderons avec notre invité. Également, il sera question de la polémique autour de l'attribution des appartements qui devaient honorer les Lions et leur staff couronné à Yaoundé. Football, comme tous les lundis, en point complet sur la 9e journée de Ligue 1. Le Niambour ne gagne plus, mais reste leader, sursaut d'orgueil pour le Diaraf et l'US Ouakam qui se sont imposés sur le score d'1-0. Et puis, focus ce soir sur Mbour, petite cote, un budget de 100 millions de francs CFA pour 2015-2016. Une bonne préparation. L'équipe de Karim Mané se donne pour objectif de terminer sur le podium et de gagner un trophée sur la saison. Top départ depuis samedi de la 4e édition du CHAN, le championnat d'Afrique réservé aux joueurs locaux. Entame réussie pour le Rwanda, le pays hôte. Victoire également pour la RDC, le Cameroun et le Nigeria entrés en lice ce lundi. Les boss du web, ce sera avec Mamadou Ndiaye. Maradona se paie la tête de Platini et de Blatter. Messi répond à la provocation. Drogba cessé au basket. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous. Sur ce plateau avec Cher Tidiane Diao. Cher, bonsoir. Bonsoir Mme Fatou, bonsoir Maître. Bonsoir Cher. Voilà notre invité, je vous le disais, Maître Babacar Ndiaye. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Mme Fatou. Voilà, Maître, nous allons tout de suite démarrer donc avec d'abord ce report de 72 heures de cette saison de basket. Les joutes nationales supposées démarrer ce week-end n'ont pu se tenir. Les raisons à avancer relèvent notamment de la régularisation des licences des joueurs. Un premier couac pour la Fédération sénégalaise de basketball, dirait-on, une FSBB tout de même volontaire qui promet de respecter le calendrier, d'apporter des innovations. Suivons ce reportage de Mamadou Ndiaye, des images de Hadim Sissé. Démarrage décalé de la saison 2015-2016 prévu le week-end dernier. Les matchs de l'élite ne se joueront qu'à partir de mercredi. Une première fausse note pour l'équipe de Babacar Ndiaye. C'est regrettable parce que c'est un faux départ, il faut le noter. Parce que la saison de basket devait démarrer depuis belle lurette. D'ailleurs, c'est la première fois que je constate qu'au niveau du Sénégal, qu'on démarre un championnat vers le mois de janvier. Ce qui est anormal. Parce qu'au Sénégal, on avait l'habitude de démarrer la saison au mois d'octobre, au plus tard, en mi-novembre. C'est inadmissible. Je pense qu'il manque de rigueur et je pense même que ça ressemble un peu à un manque de compétences. Les régulations des licences des joueurs, une des raisons de ce report, selon la fédération. On a constaté que sur le plan administratif, les licences n'étaient pas assez mises en place. Les imprimer aussi, les gens n'ont pas pu consommer ça correctement. Donc on s'est rendu compte que le dispositif n'était pas en place pour pouvoir démarrer. En outre, il y avait aussi qu'on avait dépêché une mission fédérale dirigée par le deuxième vice-président de la fédération, le président de la commission des compétitions, le président de la commission des infrastructures et le président de la commission marketing. On a quand même voulu bien démarrer, ne pas démarrer et quand même avoir à tout le temps faire des réglages. C'est pourquoi je pense au niveau de la commission des compétitions, un travail qui est en train de se faire depuis 2-3 jours, où vraiment c'est avec un rythme très intense. C'est pour qu'on puisse vraiment mettre en place un bon calendrier et quand même faire une très bonne programmation. Le championnat de basket va démarrer officiellement ce mercredi. La nouvelle fédération va reconduire la formule héritée du CNBS, mais elle compte apporter quelques innovations pour la saison 2015-2016. La première phase va consister d'abord, on fera donc un championnat où toutes les équipes vont se rencontrer chez les garçons. Nous allons jouer donc un play-off
au niveau de la poule, au niveau de la phase 2. Donc on aura là-bas 8 équipes. Et les équipes classées chez les garçons 5e, 6e, 7e joueront les play-downs pour savoir exactement l'équipe qui va descendre. Donc la 3e et la 14e équipe. Chez les filles, ça sera la même chose, où seulement au lieu il y aura 4 équipes qui seront qualifiées au niveau de la poule A. Au niveau de la poule B, il y aura donc 4 équipes. Et les 4 premières équipes vont se jouer en play-off. Les équipes qui sont classées 5e et 6e de chaque poule vont jouer les play-downs. Malgré ce faux départ lié au démarrage de la saison, la fédération promet de respecter le calendrier et annonce d'ores et déjà le retour des titres de roi et reine après 2 ans d'absence sur la scène du basket sénégalais. Voilà, donc merci Mamadou Ndiaye. Maître Babacar Ndiaye, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'on dise que déjà c'est un couac que la fédération ne réussisse pas à démarrer la saison de basketball dans les temps? Non, ce n'est pas un couac. Je voudrais surtout dire à l'attention de la famille du basket que contrairement à ce qui a été soutenu l'année dernière, le championnat a démarré au mois de février, le 16 février exactement. Cette année, nous sommes revenus de Yaoundé le 3 octobre, si je ne me trompe pas. On a joué la dernière finale le 16 octobre. Il fallait nécessairement laisser du temps aux joueurs qui ont compétit, qui se sont entraînés jusqu'au 16 octobre, au moins le temps de se reposer à leurs entraîneurs et aux dirigeants. Nous avons repris donc en fait les réunions du bureau fédéral au mois de novembre et avions convoqué un comité directeur. Il y a des délais pour respecter, en fait, pour la régularité d'une réunion d'un comité directeur. Et c'est le comité directeur qui est le seul organe habilité à prendre des décisions relatives à l'organisation d'un championnat. Nous avons tenu au comité directeur qui a donné en fait une date de démarrage. C'est trouvé que le vendredi, moi j'ai tenu coup de court à ce que le championnat démarre. Le lundi, quand on a fait la réunion du bureau fédéral, en fait, on savait qu'il y avait quelques réglages à faire. Mais je ne voulais pas tout de suite et maintenant, dès ce lundi-là, dire qu'on allait renvoyer. Parce que bon, nous sommes tous des Sénégalais. Nous sommes, voilà. Donc le vendredi, j'ai constaté effectivement qu'il y avait un certain nombre de petits problèmes à régler. On ne voulait pas. Ces petits problèmes, petits problèmes, c'est quoi? On l'a dit tout à l'heure, le secrétaire général l'a dit. Il y avait d'abord l'homologation des terrains. Nous avions envoyé une commission d'homologation des terrains. Contrairement à ce qui se faisait avant, on n'a pas envoyé une seule personne. D'habitude, c'est le CFMC, c'est-à-dire la commission des arbitres, qui se déplaçait pour homologuer les terrains. Mais cette année, on a voulu en fait faire une commission d'homologation des terrains. Parce qu'on a constaté qu'il y avait des terrains qui étaient homologués et dont en fait la régularité posait un certain nombre de problèmes. Ensuite, il y a les sponsors qui veulent cette année être présents à l'intérieur du pays, à Thiès, à Saint-Louis. Donc le président de la commission marketing devait également se déplacer pour voir, pour le branding des sponsors. Donc les résultats en fait, de la commission d'homologation n'étaient pas encore, ça a été remis au bureau aujourd'hui. Ensuite, il faut le reconnaître aussi, le règlement sportif qui régit en fait le championnat n'était pas encore adopté. Les clubs avaient écrit pour demander le report parce qu'ils n'étaient pas encore tout à fait prêts, parce qu'ils n'avaient pas encore les licences disponibles. Voilà, parce que les licences... Ouais, on parlait de problèmes de licence, les anciennes licences avaient le sceau du CNBS et il fallait changer. Oui, on a tout commandé, parce qu'on ne peut pas continuer à utiliser des papiers avec en tête CNBS. Donc il fallait commander de nouvelles licences, commander des feuilles de prêt, des feuilles de mutation, tout reprendre. Donc on a estimé que, compte tenu du fait que pour ne pas démarrer avec des couacs d'abord, pour ne pas démarrer avec des couacs, qu'on a décidé de reporter à 72 heures. Et moi je ne comprends pas tout le bruit qu'il y a autour de ce report. Mais le président, c'est qu'aussi, il y a eu un démarrage tardif, mais on se rappelle aussi que la saison l'année dernière avait tellement tiré en longueur que l'on se dit que tout cela a été très mal planifié. Non, ce n'est pas tardif. C'est-à-dire que nous sommes en train de vivre ce que, en fait, la phase transitoire, parce que nous sommes arrivés au niveau de la fédération au mois de juillet. Mais nous, je vous dis que si aujourd'hui on démarre à partir de ce mercredi-là, on fera tout, c'est possible même en juin par semaine, pour terminer le championnat au plus tard à la fin du mois de juin. Ça, c'est l'objectif. Janvier et juin. Janvier et juin. Mais sauf que le calendrier n'est pas encore fait. Si, il y a en fait
le calendrier général, il est là, mais c'est la programmation. On a programmé par mois. On a programmé 4 journées. À la fin des 4 premières journées, on fera une programmation pour 4 autres journées. C'est une programmation mensuelle. Mais le calendrier général, il est disponible. Il est disponible. Alors, maître, quand on entend un de vos collaborateurs dire oui, ça fait 2-3 jours vraiment qu'on met les bouchées doubles, est-ce que aussi vous ne vous y êtes pas pris un peu tard par rapport à toutes les innovations que vous voulez mettre en place, la commission d'homologation? Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes revenus de Yaoundé le 3 octobre. On a joué la dernière finale. Non, on a joué la dernière finale le 16 octobre. Les joueurs devaient forcément se prendre des vacances. Parce qu'on ne pouvait pas demander à ces joueurs qui ont pris des vacances, qui ont joué le dernier match du 16 octobre, de jouer. Et justement, Président, on reproche à ces joueurs de ne pas assez jouer. Non, c'est-à-dire qu'on est en train de faire de la confiance. J'ai même entendu des gens dire qu'on a joué 12 mois sur 12. On a joué du 16 février au 16 octobre. Ça fait 9 mois. D'habitude, on joue 6 mois au Sénégal et c'est peu. D'accord, mais bon. On va essayer de voir avec un championnat à poule unique dans les années à venir comment faire pour jouer beaucoup. C'est tout ça, on a joué 9 mois sur 12, 16 février, 16 octobre. D'habitude, on joue 6 mois et c'est peu. Il y a 9 mois où il y a beaucoup d'arrêts. Non, il y a beaucoup d'arrêts, ce n'est pas imputable à la fédération. Non, bien sûr, oui, mais pour dire que ce n'est pas parce qu'on joue sur 9 mois qu'on joue plus. Oui, je disais non, parce que certains disent qu'on a joué 12 mois sur 12. Pour dire qu'en fait, ils se sont entraînés pendant 12 mois. Et je dis non, nous avons joué 9 mois sur 12. Et ça, c'est ça le ratio normal pour moi. Au lieu de jouer sur mois sur 12. Il y a le fait aussi que des équipes qui jouent plus que d'autres, par exemple des équipes qui ne sont pas engagées dans des compétitions qui se déroulent à Dakar. Oui, ça c'est un problème du basket. Je pense que les compétitions de la Ligue de Dakar existent avant même notre arrivée à la tête de la fédération. Maintenant, les coupes de la Ligue de Dakar, c'est des coupes institutionnelles. La coupe de Saint-Michel, c'est une coupe qui fait partie même du patrimoine de la fédération sénégalaise, du basket sénégalais. Maintenant, on va essayer de voir comment effectivement aussi essayer, au moment où les équipes de Dakar jouent les coupes de la Ligue de Dakar, faire en sorte que les équipes de l'intérieur du pays également peuvent jouer. Je pense qu'on peut penser à une coupe interligue entre Saint-Louis, Thiès et Louga, au moment où, par exemple, les équipes de Dakar, les équipes de ces régions-là puissent jouer. Très bien. Alors, Maître Babacar, vous avez accordé aussi une interview à nos confrères de l'Obs vendredi et je lisais donc dans les feuillets que votre équipementier, en l'occurrence Nike, devait vous verser une somme de 25 millions pour l'entame de la saison. Et moi, je voulais avoir des précisions par rapport justement à ce sponsoring. Est-ce qu'il concerne juste les championnats de basket donc national, masculin et féminin, ou c'est une somme globale qui inclut également les équipes nationales? En fait, on a un contrat qui prévoit l'allocation d'équipements à l'équipe nationale masculine et à l'équipe nationale féminine et une enveloppe financière destinée à la Fédération sénégalaise de basket. Moi, quand je suis venu, la première tranche devait être payée au mois de juillet, la deuxième tranche au mois de novembre. Moi, j'ai préféré ne pas récupérer cet argent pendant ces périodes-là parce qu'on avait de quoi continuer à fonctionner. Maintenant, comme je l'ai dit, parce que c'est en fait pendant le début du championnat que toutes les fédérations rencontrent parce qu'on est actuellement en pourparlers avec les sponsors. C'est cet argent-là, les 50 000 $ que Nike doit nous donner, qui va servir d'abord à démarrer le championnat. Je pense que d'ici le mois de mars, ça peut organiser au moins 10 journées. Et d'ici la fin du mois de mars, on aura conclu les contrats avec les sponsors. Très bien. 50 000 $ sur l'année? Oui, 50 000 $ sur l'année, c'est peu. Très bien. Vous allez renégocier ce contrat? J'ai trouvé un contrat de 6 ans. J'ai trouvé un contrat de 6 ans pour 50 000 $. J'estime que c'est peu. En plus des équipements? En plus des équipements. Bon, maintenant, il y a des bonus qui sont prévus. Quand, par exemple, parce que nous sommes qualifiés aux Jeux Olympiques, il y a des bonus qui sont prévus. On a fait le calcul. Je pense que les bonus vont approvisionner les 12 millions de francs CFA. Et tout à l'heure, Président, vous avez parlé de sponsors qui veulent être présents à l'intérieur du pays. Est-ce qu'on peut avoir une idée de c'est quoi exactement et quel impact cela va avoir sur la vie de nos clubs, par exemple? Non, vous savez, en fait, le basket a une particularité, c'est la fédération qui prend en charge les frais de fonctionnement et les frais d'organisation du championnat. La fédération va même jusqu'à subventionner le transport des équipes.
c'est la fédération qui paye les arbitres, c'est la fédération qui prend tout en charge. Donc l'argent que nous récoltons des sponsors est destiné à cela. Donc, on ne peut pas aujourd'hui aller chercher de l'argent auprès des sponsors, prendre en charge les frais de fonctionnement et distribuer des quotes-parts au club. Si on le fait, on n'aura pas la possibilité d'organiser un championnat. Voilà. C'est ça, c'est une particularité. Vous allez dans les autres disciplines, au football, c'est les équipes qui se prennent en charge. Qui organisent donc le championnat. Alors, on va parler justement des forces en présence dans ce championnat. Évidemment, il y a des équipes qui jouent souvent les premiers rôles. Et souvent, parmi ces équipes, on retrouve notamment les étudiants. Voilà, les équipes étudiantines sont attendues aussi bien chez les hommes que chez les dames. Focus justement sur le Dakar University Club qui a brillé la saison dernière du côté masculin, mais s'est embourbé du côté des dames pour 2015-2016. Les étudiants veulent briller dans les deux genres. Je propose de suivre ce reportage signé Mamadou Ndiaye, Fatou Bintou Konté et Khadim Sissé. Une course indécise au titre, voilà ce que nous promet la saison 2015-2016. À l'aube de la compétition, le Dakar University Club, une équipe qui joue les grands rôles en garçon comme en fille, affûte ses armes. Champion de la saison dernière chez les hommes, le Dakar University Club veut défendre son titre. Les objectifs, c'est les mêmes. C'est d'abord être champion du Sénégal en filles, mais aussi en garçon. Mais l'appétit venant en mangeant, c'est vrai que depuis presque 5 ou 6 ans, chez les filles, on n'a plus gagné la Coupe du Sénégal. Donc il faut déjà gagner cette Coupe du Sénégal l'année prochaine. Mais surtout, c'est au niveau des garçons, on n'a jamais gagné la Coupe du Sénégal. On a joué en 93, nos premières finales, on a perdu. On n'a jamais gagné la Coupe du Sénégal. La logique voudrait qu'une équipe championne, votre objectif ne peut que défendre son titre, être championne. Et je pense que ça va être très très difficile, surtout par rapport à la qualité des jeux qu'on a perdus et par rapport à nos recrutements. Moi je pense que les jeux qu'on a perdus, ce n'est pas pour vexer les jeux qu'on a recrutés. Non, mais c'est par rapport, il faut dire la triste réalité. Les jeux qu'on a perdus, ils étaient beaucoup plus expérimentés, surtout parce qu'on avait quasiment des internationaux ou bien des présélections, des jeux qui ont eu au moins 8 ans au niveau de première division par rapport aux jeux que j'ai recrutés cette année. Chez les dames, l'équipe estudiantine renforce son arsenal pour cette saison avec des nouvelles recrues. L'équipe a enregistré l'arrivée de l'internationale sénégalaise Ramata Dao et Kankou Koulibaly qui évolue au Mali. Je pense qu'on a fait un recrutement intelligent et un recrutement pour aller en Afrique. Donc c'est pour vous dire qu'on a de très grandes ambitions. Au niveau des garçons aussi, c'est le même recrutement qui a été fait. On a fait un recrutement extraordinaire aussi chez les garçons. Il y a le meneur de Louga qui est là, il y a le meneur du Sibac qui est là. Donc on a aussi recruté l'international malien, c'est un pivot. Donc c'est pour vous dire qu'on a fait un recrutement magnifique au niveau des garçons qu'au niveau des filles. Le Dakar University Club prêt à démarrer la saison et pour jouer les premiers rôles dans ce championnat, les Duchesses, moins brillantes la saison dernière. Elles ont été éliminées en demi-finale des playoffs et perdu la finale de la Coupe du Sénégal. Envisagent de prendre leur revanche pour la saison 2015-2016. Étudiants et étudiantes du Dakar University Club, donc plein d'ambition pour cette nouvelle saison. Alors, on voit qu'il y a 14 équipes chez les hommes, réparties en 2 poules. Chez les dames, 12 équipes. Donc, comment vous expliquez qu'il soit aussi difficile d'organiser un championnat avec une poule unique et ça résorberait clairement la question du nombre de matchs joués par les joueurs et les joueuses? Oui, ça, c'est une idée. On est en train de travailler là-dessus. Mais en fait, on ne peut pas le faire du jour au lendemain. Pourquoi c'est dur? Pourquoi c'est difficile de le faire? Non, parce que simplement, ça fait plusieurs années qu'on joue à 2 poules. Ensuite, sur le plan financier, même sur le plan financier, je pense qu'il y a une différence de deux journées. Hein. Ce n'est pas très énorme. Mais cette année, c'est la direction technique qui, en rapport avec les entraîneurs nationaux et l'ensemble des entraîneurs du championnat, qui se sont réunis pour faire en fait une appréciation de la saison coulée. C'est ça aussi la pratique. Et qui ont décidé de nous proposer de reconduire la formule de l'année passée. Maintenant, on verra dans quelle mesure il faudra revenir à une poule unique qui va peut-être permettre à tout le monde de jouer autant de matchs. Alors, Président, on vient de suivre un reportage tout à l'heure chez vous, le Dakar University Club. Vous êtes le président de ce club, vous êtes actuellement président de la Fédération sénégalaise de basketball.
on sait que vous étiez très proche, bon, je ne sais pas, actuellement avec vos fonctions de président, est-ce que vous vous sentez un peu en retrait par rapport aux sportifs ou bien... Oui, en fait, c'est une question un peu complexe parce que, vous savez, on a décidé, nos clubs, de reprendre la fédération, pour pouvoir m'exprimer ainsi. Parce qu'on a estimé que la fédération était gérée par des personnes qui n'étaient pas au niveau des clubs. Donc, quand les clubs viennent à la fédération, est-ce que les dirigeants qui étaient dans les clubs et qui sont élus au niveau de la fédération doivent abandonner en fait, le club pour se consacrer exclusivement à la fédération? C'est une question à laquelle en fait, je pense que la réponse est même donnée par les textes de la fédération. Parce qu'aujourd'hui, moi, si demain je veux être réélu, si je n'ai pas le mandat du Dakar Université Club ou d'un club, je ne pourrais pas me représenter. Donc c'est pour éviter que les personnes utilisent des clubs pour accéder à la fédération et ensuite de délaisser le club, qu'on a mis une disposition pour dire que même si les gens veulent être réélus, il leur faut nécessairement et obligatoirement un mandat de leur club. Mais quand même, maintenant, il est évident que je ne pourrais pas me consacrer comme je le faisais au Dakar Université Club. On va trouver une organisation qui va permettre, peut-être, qui va alléger mes fonctions. Voilà. Donc personne ne pourra dire que le Dakar Université Club est favorisé dans ce championnat parce que c'est son président. Non, j'ai même pas. Non, je ne peux même pas parce que moi, je n'interviens pas pendant les matchs. Il n'y a en fait aucun acte du président qui peut favoriser son club. Aujourd'hui, moi, le DIC, effectivement, m'a tout rendu parce que je suis devenu président de la fédération. Grâce et à cause du DIC, il faut également avoir l'honnêteté de le dire. Je me disais que je n'avais pas le droit de l'abandonner. J'avais même fait des efforts considérables cette année pour pouvoir en fait le maintenir à un niveau acceptable. Alors, dans le reportage, on voit aussi l'état du terrain du Dakar Université Club. Tout à l'heure, vous parliez de l'homologation des terrains. On peut faire un parallèle avec le problème d'infrastructure. On a le sentiment que ce sont les mêmes terrains que nous voyons depuis notre jeunesse. Ça n'a pas évolué et tout le monde se plaint de la même chose, que ce soit au niveau de Saint-Louis, au niveau de Dakar, les terrains de quartier qui disparaissent. Qu'est-ce que peut faire la fédération, même si évidemment vous avez des problèmes de moyens? Oui, on a des problèmes de moyens et même si aussi, il faut le dire, le problème des infrastructures est le domaine de l'État. Maintenant, vous savez que maintenant on parle de politique privée, de vision. On est en train de voir. Et là, c'est le terrain de l'université. Oui. Non, on parle des infrastructures. Les infrastructures sont de la compétence de l'État. La fédération n'a pas les moyens et ne peut pas se permettre de construire. Maintenant, nous avons eu que grâce à la victoire obtenue par les filles à Yaoundé, on nous a promis une belle salle de basket. Je pense qu'elle va régler le problème des compétitions internationales. Mais c'est qu'un début. Maintenant, c'est un début. Maintenant, il faudra aussi réfectionner Maris Ndiaye pour permettre en fait d'organiser les compétitions nationales. Faire en sorte que toutes les régions du Sénégal soient dotées d'une salle de basket simple. Une salle de basket simple, ça peut coûter 100 millions, 200 millions. On a créé une commission d'infrastructure au niveau de la fédération. On est en train de réfléchir en rapport avec le ministère, avec les conventions réglementées, parce que si en fait on nous demande d'atteindre des objectifs, surtout le développement du basket à la base, en contrepartie, il nous faut nécessairement des terrains praticables, des salles de basket à l'intérieur du pays. Très bien. Mais Président, on a l'impression qu'à chaque fois, les fédéraux, que ce soit dans toutes les disciplines, veulent tout mettre sur donc la tête de l'État. Je veux dire, les partenariats entre clubs, les initiatives privées, vos relations personnelles, peuvent forcément servir à initier des choses pour que, bon, au niveau des quartiers, au niveau des communes, au niveau des clubs, on puisse avoir des choses et que les choses bougent. L'autre jour, je réfléchissais, j'en parlais même en réunion de bureau. Est-ce qu'il ne faut pas essayer aller rencontrer, par exemple, les collectivités locales pour voir avec comment faire, parce qu'en fait, le sport est une compétence transférée, avec eux, pour développer le basket. Parce qu'en fait, vous allez à l'intérieur du pays ou même à côté, dans votre quartier, le maire, il préfère aider en fait, l'équipe navétane, parce que ça donne beaucoup plus de popularité que la discipline de basket. Allez les convaincre pour leur dire l'importance et le rôle joué par le basket au Sénégal, le palmarès de basket, ce que le Sénégal a obtenu grâce à cause du basket, pour leur demander, compte tenu du fait que en fait, le sport est une compétence, comment faire pour doter les jeunes de leur ville, de leur quartier, de terrains de basket. Je suis en train de voir, j'ai des relations personnelles avec le ministre des collectivités locales.
on le fera aussi en rapport avec l'association des maires du Sénégal pour voir comment faire pour que, avec ces collectivités locales-là, la fédération de basket pourra aider au développement. Et surtout que stade de basket même peut apporter sur le plan financier à ces collectivités locales, puisque on ne fait pas que du basket dans des salles polyvalentes. Voilà, ça peut être bénéfique. Président, avant de passer donc à la question des équipes nationales, deux questions intermédiaires, c'est-à-dire l'apport de l'État à l'organisation du championnat de basket. Quel est-il? Parce que, bon, apparemment, depuis 1997, ils n'ont plus donné ces fameux 50 millions qu'ils donnaient pour aider. Aujourd'hui, l'apport de l'État en dehors des infrastructures. Non, aujourd'hui, il n'y a pas un apport de l'État sur le plan financier. Il n'y a pas de subvention étatique. Comme vous l'avez dit, cette subvention a été supprimée depuis 1997. Donc, mais je pense qu'il appartient aux fédérations de convaincre l'État. Et moi, je disais que nous sommes une fédération qui doit concurrencer avec des fédérations qui, elles, bénéficient de subventions au niveau de leur État. La fédération angolaise bénéficie d'une subvention étatique. C'est valable pour la Côte d'Ivoire et c'est valable pour le Nigeria. Si aujourd'hui on nous demande de nous rivaliser avec ces fédérations, forcément nous devons être assistés. Mais vous l'avez dit tout à l'heure aussi, on ne doit pas se réfugier derrière l'État. Nous devons avoir une politique de recherche de moyens. Mais cette année, on me parle de convention règlement, de convention d'objectifs qui seront signés entre l'État et certaines fédérations. Donc vous faites partie. Bon, pour le moment, mais en principe, on doit en faire partie. Très bien. Voilà, donc je pense qu'à partir de ce moment-là, si l'État nous fixe des objectifs, peut-être ils seront accompagnés de moyens. Très bien. En parlant de moyens, ici au Sénégal, les clubs n'engagent plus leurs équipes en Afrique. Et vous êtes président de club, est-ce que vous y changez? Oui, ça, je pense qu'en tant que président de club et en tant que président de fédération, c'est un objectif. Le retour des clubs sénégalais sur la scène africaine. Le ministre des Sports, quand nous l'avons rencontré dans le cadre de notre fameux cadre de concertation des clubs de basket, nous avait donné son accord de principe pour prendre en charge les frais de transport comme ça se fait au football. Les équipes de basket qui souhaiteraient participer aux compétitions africaines. Parce que si les frais de transport sont pris en charge par l'État, les clubs peuvent faire le reste. Maintenant, le niveau il est élevé, il ne faut pas aussi se participer pour participer. Il faut bien se préparer, construire des équipes africaines pour pouvoir participer. Parce que nous n'avons pas le droit, en tant que Sénégalais, bon, qui est un pays de basket, de participer uniquement dans le déjà au Duc que vous le faites, vous avez... On est en train, je pense que le directeur du COUD, effectivement, il est dans cette dynamique. C'est la raison pour laquelle on a procédé à ce recrutement. Parce que si l'année prochaine, je pense que si cette équipe-là est renforcée, elle pourra avoir le niveau de jouer une compétition africaine. Très bien, parce que peut-être il y a aussi un manque de motivation. On a récemment reçu Vieux-Noé qui disait qu'à un moment donné, bon, une fois le championnat terminé, il n'y a rien qui vous motive. Il y a aussi Mohamed Diop qui risque certainement de quitter l'UGB parce qu'il n'y a pas assez de motivation. Donc c'est un problème aussi pour les joueurs et avec les joueurs. Oui, je pense que ça c'est une affaire de club d'abord. C'est les dirigeants de club. Parce que c'est le club qui doit... Vous êtes dirigeant de club. Oui. Je disais que nous, au niveau du DIC, effectivement, on est en train de mettre en place un projet pour revenir en Afrique. Je pense que d'ici l'année prochaine, c'est dans ce cadre-là qu'on a procédé à ce recrutement d'internationales maliennes et sénégalaises. L'année prochaine, on entend renforcer l'équipe parce qu'il ne faut pas, je l'ai dit tout à l'heure, participer pour participer. Donc sinon, on a une équipe capable maintenant de rivaliser avec les équipes angolaises, les équipes nigériennes. On va participer, sinon on prendra le temps nécessaire pour revenir. Je pense qu'une équipe comme Saint-Louis Basket Club, comme UGB, comme la Douane, effectivement, ont tous pour ambition de revenir en Afrique. Mais forcément, si on veut avoir une équipe nationale locale de bon niveau, il nous faut nécessairement qui participer peut suppléer les expatriés quand on ne peut pas les libérer. Voilà, c'est ça. Surtout qu'à partir de 2017, il y aura des éliminatoires de Coupe du Monde avec des journées FIBA pour lesquelles, par exemple, la NBA n'est pas liée. Très bien. Voilà, ça va poser énormément de problèmes. Alors justement, on parle à présent de nos équipes nationales, des échéances importantes en 2016, les JO pour les femmes, le tournoi pré-olympique donc pour les hommes, sauf que pour le moment, nos deux sélections nationales n'ont pas encore d'entraîneur. Oui, ça c'est du domaine du directeur technique. Il est en train de travailler là-dessus. Je pense que d'ici là,
au mois de février, on aura les noms des entraîneurs. Vous lui avez donné un deadline? Non, je ne vais pas donner un deadline, mais lui-même s'est donné un deadline parce que nécessairement, il faut mettre en place des entraîneurs pour qu'ils puissent préparer, mettre en place un plan de programme de préparation. Donc ça demande du temps, ça nécessite quelque chose. Les entraîneurs ont également, on doit leur donner la possibilité de pouvoir rechercher les joueurs sénégalais partout où ils se trouvent. Donc on ne peut pas attendre la veille des compétitions. Mais vous ne trouvez pas que déjà il y a du retard? Et même qu'est-ce qui explique même le fait de, je ne sais pas, même s'ils ne sont pas liés, je ne sais pas, contractuellement, contrat longue durée avec la fédération, mais quand même se lever un bon jour et dire que... On ne s'est pas levé un bon jour. On ne s'est pas levé un bon jour. Donc, quand on est venu, on a trouvé en place des entraîneurs. Nous avons travaillé avec eux jusqu'à la fin des Afro-Basket. Moi, quand j'ai été installé, j'ai appelé les entraîneurs, je les ai rencontrés dans mon bureau en leur disant de me dire leur statut. Pigiste pour Chersa. Non, Tafaga, on me dit que par exemple, Tafaga, il n'avait aucun écrit qui le liait à la fédération ou à l'État du Sénégal. Aucun écrit. Donc je disais qu'à partir de ce moment-là, ce n'était pas opportun, ni même possible, de toucher à l'encadrement technique. Ils ont fait du bon travail, il faut avoir également l'honnêteté de le reconnaître. Maintenant, nous avons décidé en tant que fédération nouvellement installée de nommer nos entraîneurs. Tout à fait. Alors en parlant de nomination, on sait que Moustapha Gueye a fait des résultats probants avec un titre de championne d'Afrique, donc peut-être difficile de le déloger de son poste. Mais pareil Par pour contre, Chersa, ah non, attendons. Qui a été 8e de finaliste. 8e de finaliste de Coupe du Monde, mais l'objectif aussi, je pense que c'était aussi de gagner une CAN. On parle quand même de possibles changements à la tête de ces sélections nationales. Est-ce qu'on peut avoir... Non, je n'ai aucune idée. Non, mais le choix définitif n'appartient pas au directeur technique national. Voilà, mais le directeur technique, c'est lui qui fait des propositions. Et j'avoue qu'au moment où je vous parle, il ne m'a pas encore fait de propositions. D'accord. Mais a priori, vous êtes favorable à une reconduction ou à des changements? Non, je dis que c'est du domaine du directeur technique. Non, mais président, vous avez forcément un avis. Vous êtes le président. Même s'il y avait un avis, je ne peux pas le dire à la presse, ici à travers la télé. Si même s'il y a un avis, j'allais le dire. Vous êtes le responsable moral. Je dis que même s'il y a un avis, mais quelle est la tendance qui se dégage? Je peux rien. Je ne peux vous donner aucune information concernant les rumeurs annoncent un entraîneur français à la tête d'une des équipes nationales. Je ne peux pas me prononcer sur des rumeurs. Vraiment, c'est le domaine de la direction technique. J'attends la proposition du directeur technique pour donner mon avis. Votre contre-proposition? Pour donner mon avis. Votre contre-proposition, c'est possible que vous ne soyez pas d'accord avec le directeur technique national? Non, je vais donner mon avis. Mais vous savez, quand vous nommez quelqu'un, vous lui faites confiance. C'est très difficile de revenir sur ce choix. Mais maître, j'ai juste envie de savoir, vous avez donné un profil au directeur technique. Je veux, voilà, par rapport aux objectifs, par rapport aux techniciens que vous voulez, parce que forcément vous savez, pas seulement compte tenu de l'effectif des joueurs que nous avons, aussi bien chez les filles que chez les garçons, il nous faut nécessairement un entraîneur de bon niveau. Haut niveau. Ok. Très haut niveau. Bon, ça dépend de ce que vous entendez par très haut niveau. Et très haut niveau, il peut être un entraîneur local. Oui, bien sûr. Alors, président, Chersa nous a dit que lui, il est pigiste. Vous venez de dire qu'il n'y avait aucun engagement qui lie Tafa Gueye à la fédération ou à l'État du Sénégal. Alors maintenant, on peut s'attendre à quel type de contrat avec les entraîneurs qui vont venir pour les sélections nationales? Ouais, je vais aller rencontrer le ministre des Sports pour parler avec lui de ce dossier-là, le dossier des entraîneurs, pour voir ce que l'État peut faire pour nous prendre en charge les entraîneurs. Moi, personnellement, je souhaiterais que l'entraîneur soit payé comme ça se fait au football, mais pas les mêmes montants. Mais pourquoi pas les mêmes les basketteurs, ils gagnent. Ils gagnent, nous on gagne, voilà. Donc, mais je souhaiterais que ça c'est mon vœu. C'est la proposition que je vais faire à l'État. Payer les entraîneurs sur une période de façon permanente. Ça va leur permettre de quitter les clubs et de se consacrer exclusivement et uniquement à l'équipe nationale. Et certainement, c'est ce qui se fera si un coach français débarque. Oui, certainement, oui. Très bien. Donc, le vœu de maître, c'est donc que les entraîneurs soient pris en charge par... En charge maintenant, il y a aussi des obstacles. Est-ce que l'entraîneur est disponible? Si l'entraîneur est disponible 12 mois sur 12 mois,
pour être à la disposition de la fédération. Est-ce qu'il n'y a pas un obstacle juridique qui fait que, par exemple, cet entraîneur-là ne peut pas signer un contrat avec l'État du Sénégal? Tout ça, c'est des choses... Vos hypothèses-là nous font penser à un entraîneur chez nous. Tout ça, vous non, un obstacle local. Quand je dis un obstacle juridique, je pense par exemple à un fonctionnaire. Non, à un fonctionnaire. Bon, est-ce qu'un fonctionnaire peut signer un contrat avec l'État? C'est ça aujourd'hui. C'est ça en fait. Je ne parle pas d'étranger. Et le calendrier aussi, la disponibilité. Maintenant, moi je pense que s'il ne peut pas signer un contrat avec l'État, il peut signer un contrat avec la fédération. Très bien. Avec la fédération. Mais vous devez régler et l'État mettra à la disposition de la fédération les fonds nécessaires pour ça. Vous devez régler tout ça. C'est moi le montage que moi je préconise. D'ici un mois, vous devez boucler tout ça. Je pense que d'ici un mois, Inch'Allah, donc vous ne vous inspirez pas de la fédération de handball, c'est ça? C'est ça. Non, en fait, moi je pense que le choix sera uniquement un choix objectif, basé sur la compétence. Alors, maître, quand même, par rapport au tournoi pré-olympique, même si on ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé, entre guillemets, est-ce que le Sénégal doit nourrir l'ambition d'aller au JO? Bon, les filles, on le sait déjà, même si ce sera difficile, le niveau sera beaucoup plus élevé. Mais est-ce que vous allez mettre les moyens qu'il faut pour qu'on réussisse ce pari? Oui, on mettra les moyens qu'il faut, parce que sinon, ce n'est pas la peine d'y aller. Maintenant, il faut être réaliste, comme vous le dites. Mais moi, j'ai considéré en fait le tournoi pré-olympique, je le considère comme étant une étape dans la préparation de 2017. Parce que si on n'arrive pas à regrouper l'équipe nationale masculine pendant l'année 2016, ils ne vont se retrouver ensemble qu'à partir de 2017 pour préparer le basket. Donc je pense qu'il faudra, on a déjà en fait une équipe sur place, mais il faut la renforcer, appeler d'autres joueurs, essayer de voir, pour à partir du tournoi de pré-olympique, créer une équipe qui sera capable de gagner en 2017. Alors, tout à l'heure, en début d'émission, on parlait d'un premier couac, donc ce retard accusé dans le démarrage. Vous dites que ce n'est pas un couac, mais moi j'ai presque envie de dire on a eu le premier couac avec l'attribution en fait de ces fameux présents donc aux joueurs et au staff vainqueurs donc de cette Coupe d'Afrique. Président, comment vous expliquez qu'il y ait eu autant de polémiques autour de cette affaire? 20 appartements, non, 19 appartements, l'attribution même des primes. Non, parce que moi, en fait, je refuse de me prononcer publiquement sur ce sujet. Pour la bonne et simple raison que le ministère des Sports, organisateur de l'événement avec la présidence, a fait un communiqué. Je m'en rapporte à ce communiqué. Je voudrais simplement ce que je voudrais dire, et je l'ai dit, j'ai même écrit une correspondance au président de la République pour le remercier de tout ce qu'il a fait pour la famille du basket. Parce que quand même, les récompenses ont été au-delà de nos espérances, il faut le reconnaître. Un appartement évalué à 20 millions, plus 10 millions en espèces, je pense que la récompense n'a été aussi grande au niveau du Sénégal. Maintenant, si j'ai quelque chose à dire, si j'ai des observations à faire, des suggestions à faire, je vais le dire à qui le droit, mais ce n'est pas à travers la presse. Très bien. Mais en fait, avant l'attribution de ces récompenses, vous et le ministère des Sports, vous vous êtes concertés sur la liste pour éviter justement, parce que le président a donné un chiffre qui ne correspondait pas. Je disais que je ne vais pas... vous me disiez, mais moi je vais insister. Non. Je dirais que moi, je m'en réfère au communiqué qui a été fait, le communiqué qui a été fait par le ministre des Sports, qui est clair. Maintenant, pour le reste... Voilà, je n'ai pas de commentaire. J'ai aussi envie de vous poser la question sur le cas de Bamba Kassé. C'est vrai qu'il n'est plus le chargé de communication, mais qui faisait partie de la campagne à Yaoundé. Pourquoi il n'a pas reçu de prime? Non, parce que simplement, il ne faisait pas partie de la délégation officielle. D'accord. C'est tout, vous le savez parfaitement. Vous étiez à Yaoundé? Oui, j'étais à Yaoundé, mais je ne connaissais pas les membres de la délégation. Les membres de la délégation officielle étaient logés à l'hôtel des députés. D'accord. Donc il est venu par ses propres moyens? Oui, il est venu par ses... En fait, il est venu par ses propres moyens, il faut peut-être aussi. Le ministère lui a offert un billet. D'accord. Voilà, donc il est venu, comme il l'a fait à Tunis, mais il ne faisait pas partie de la délégation. Vous savez, Bamba, c'est mon jeune frère. Je l'ai connu quand il était étudiant au CECI. Moi, au DIC, parce que je l'ai connu, après je l'ai pris comme conseiller chargé de la communication de la fédération. C'est mon petit frère.
Donc je ne vais pas polémiquer avec lui. Mais je ne pouvais pas non plus ajouter quelqu'un sur la liste ou enlever quelqu'un sur la liste. Moi, on m'a demandé de fournir la liste de la délégation officielle. J'ai fourni la liste. Mais aujourd'hui, vous ne collaborez plus avec lui. C'est une décision que vous assumez? Oui, je l'assume. Oui. Alors maintenant, c'est un poste vacant. Nous, de la presse, on a besoin d'un référent là-bas. Est-ce que vous allez mettre quelqu'un à sa place Oui, je vais bientôt nommer un chargé de la communication. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui fait le travail nécessaire, hein, Pablaï des HLM, qui fait le communiqué, qui envoie tout ce qui est nécessaire aux journalistes. Maintenant, il est évident qu'on a besoin de journalistes professionnels. Et Inch'Allah, dans les prochains jours, quelqu'un sera nommé. Très bien. Président, juste avant de vous libérer, une réaction d'internautes qui également déclare qu'il y a des problèmes au niveau aussi de la désignation du président de commission des arbitres, ce qui expliquerait aussi le retard lié au championnat. Non. Moi, j'ai rencontré les arbitres hier matin de 11h à 15h. Ça a été une réunion fructueuse, il n'y a pas eu de problème. Les arbitres n'ont jamais posé de revendications. Hier, j'étais agréablement surpris de l'entendre du président, nous, on n'a pas de doléances à vous poser. La seule condition, la seule chose que nous voulons, c'est que vous preniez en compte nos intérêts et que vous preniez en compte l'intérêt de l'arbitrage au Sénégal. Donc, il n'y a pas eu de problème entre les arbitres. C'est vrai qu'on avait fixé la réunion à jeudi pour pouvoir démarrer le week-end. Mais maintenant, certains arbitres avaient exprimé le souhait de reporter la réunion pendant le week-end parce qu'ils n'habitent pas à Dakar. Mais on pouvait commencer et tenir la réunion le dimanche matin. C'était possible. C'est d'ailleurs même la solution qui était retenue. On joue le vendredi, on fait la réunion le dimanche matin. D'accord, donc pas de problème avec les arbitres? Non, ça a été vraiment une excellente réunion hier. Je les ai écoutés, j'ai pris en note de toutes leurs observations. Et Inch'Allah, la fédération fera un effort pour leur permettre d'être dans des conditions. Ils n'ont pas des arriérés comme au foot? Non, ils n'ont pas de arriérés parce que si vous ne les payez pas, ils arbitrent. D'accord, d'accord. C'est ce que je leur ai dit hier. Ils sont payés d'avance. Ils sont payés d'avance. Très bien. Merci, Président, de nous avoir accompagnés dans cette première partie. Peut-être que vous avez un dernier mot. Non, lancer peut-être un appel au consensus, demander à toute la famille de basket de tirer dans le même sens. Nous allons démarrer le championnat. Nous sommes dans une année où l'équipe nationale féminine doit jouer les JO, l'équipe nationale masculine le tournoi pré-olympique, dont le tirage au sort d'ailleurs est prévu le 26 janvier. Très bien. J'y serai même. Donc à partir de ce moment-là, demander à tout le monde, à toute la famille, parce que ce que nous avons obtenu quand même, c'est quelque chose de très important. Nous sommes champions d'Afrique chez les filles, nous sommes qualifiés aux JO, on est qualifiés au tournoi pré-olympique et on a une nouvelle salle de basket. Je pense que si tout le monde tire dans la même direction, on pourra obtenir d'ici la fin des 4 ans des résultats positifs pour le développement de notre pays. Voilà. Merci en tout cas de nous avoir accompagnés, comme je le disais, dans cette première partie. Pour vous raccompagner, nous allons vous faire vivre du basket, mais cette fois-ci aux États-Unis, avec les temps forts de la NBA. Gorgui Sy Dieng qui revient fort. Deuxième défaite pour Golden State, donc fait assez rare pour être souligné. Tout cela raconté par Mame Biram Diouf. Non, dit ça après, autant pour moi. Après 9 revers de suite, Minnesota Timberwolves gagne enfin. L'équipe de Gorgui Sy Dieng dominait les Suns de Phoenix 117 à 87 sous l'impulsion du duo Rubio-Wiggins, 18 points chacun. C'est la première victoire en 2016 pour Minnesota. Le pivot remplaçant sénégalais en a profité pour scorer 15 points et prendre 6 rebonds. La superbe série de 10 victoires d'affilée des Los Angeles Clippers a pris fin samedi. Les Kings de Sacramento du tout-puissant Marcus Cousins ont eu raison 110 à 103 sur les Clippers maladroits. Les Golden State Warriors, leaders de la NBA, montrent des signes d'essoufflement. Ils ont enregistré 2 défaites en 3 sorties cette semaine. Des revers face aux Denver Nuggets et Detroit Pistons mettent en exergue des problèmes défensifs.
Le match de la semaine a opposé les Spurs de San Antonio aux Cavaliers de Cleveland. Véritable rouleau compresseur, la bande à Léonard s'est imposée 99-95 face aux Cavs. Tony Parker et compagnie restent ainsi invaincus à domicile. Ils sont à 24 succès chez eux cette saison. La performance individuelle de l'arrière des Bulls de Chicago, Jimmy Butler, face aux Sixers de Philadelphie, dernier de la NBA, Butler a rendu une fiche des stats impressionnante. 53 points, 10 rebonds, 6 passes décisives. Seul Michael Jordan aurait réussi de pareilles stats sous les couleurs de Chicago pour vous dire l'exploit du joueur ayant le plus progressé l'année dernière. Terminons par ces belles actions version originale. Lopez with a block on Lillard. Rudy, it's his game. Stops, pops, and Rudy Gay, the big shot with 6-10-7. I think they oh my goodness, Kyrie, what a handle. Too good. Vous suivez Sport à la une, sans transition, nous parlons football, cher Tidiane, avec la 9e journée de Ligue 1. Avec Niary Tally qui court toujours derrière une deuxième victoire en championnat. Il faudra patienter au moins jusqu'à la 10e journée. Samedi dernier, les Galactiques ont buté sur les Lougatois et n'ont engrangé qu'un seul point. Score final 0 but partout. C'est le 8e match sans victoire pour NGB. Bukunta Sissé, entraîneur de Niambour, s'en contentera et Lamine Dian, lui, continue à afficher un certain optimisme, espérant un réveil de ces Galactiques. Nous les écoutons au micro de Pape Faraning. Nous avons perdu un match à domicile. Donc c'était en tout cas, ça peut nous faire douter. Donc il était question de ne pas perdre à Dakar. Donc les joueurs ont joué de façon délicate dans ce match-là. Nous n'avons pas été libérés tout le temps. Parce que par moments on a été libérés, mais pas tout le temps. Donc on a joué avec beaucoup de pression. Et la pression a posé sur le jeu surtout. Donc, je pense que c'est un bon résultat pour en tout cas revenir d'un long voyage, d'un pays voilà, avec un point. Je pense que c'est une bonne chose. Surtout devant Niary qui est une très bonne équipe, qui n'est pas à sa place dans ce championnat-là. Je pense que jouer un match avec Niary, faire un match également parfois, je pense que c'est une bonne chose pour nous. Notre problème essentiel, c'est le problème de scorer. Aujourd'hui, on a eu des opportunités. Encore on les a ratés. Peut-être qu'à force d'avoir des opportunités, on va finir par les mettre au fond. N'oubliez pas qu'on joue contre le leader. Hein. Même si on s'appelle NGB, nous sommes derniers de la classe. Forcément, il faut aussi leur reconnaître leur mérite. Ils ont une belle équipe. Et on a fait une bonne opposition, je pense, aujourd'hui. La preuve, je ne crois pas qu'ils aient eu une possibilité de scorer aujourd'hui. On les a neutralisés quelque part et on a essayé de développer notre jeu. Bon, je pense qu'au fur et à mesure, on va, disons, régler ce problème récurrent de ne pas trouver le chemin des filets. 5e match donc sans victoire. L'actualité de la 9e journée, c'est aussi le sursaut d'orgueil du Giraffe et de l'US Ouakam. Oui, victorieux de Stade de Bourg et de l'AS Douane sur la plus petite des marges 1-0 après 5 matchs sans succès. Les Ouakamois renouent donc avec la victoire, leur 2e de la saison. Les 3 points engrangés par le Giraffe leur permettent de remonter en première partie de tableau. Compte rendu des 2 matchs avec Pape Faraning et des images de Pape Ralingaya. Les joueurs du Giraffe de Dakar jubilent. Pape Sassi Diallo permet à l'équipe de la Médina de remporter les 3 points. Une victoire qui s'est dessinée sur le banc avec la rentrée de Pape Siredia. Il a permis au Giraffe de confirmer sa domination. Bien sûr, c'est toujours positif une victoire parce que ça permet un peu de rester dans une dynamique en tout cas d'enthousiasme et puis surtout qu'ils croient en ce qu'on leur demande de faire, que nous sommes bien et j'ai toujours dit que sans un bon banc, on ne fera jamais un bon résultat. Et les exemples que je leur ai donnés sont des exemples à foison dans le sport en général, pas simplement dans le football et que donc voilà, je pense que c'est bien que les déplacements puissent faire la différence. Une défaite amère pour les Mbourois
Un seul instant d'imprudence a coûté cher à l'équipe. Mais bon, on a pêché en défense par manque de concentration, ce qui explique qu'on a amené 3 nouveaux joueurs qui viennent de faire le premier match, étaient blessés depuis le début de la saison. Et un junior qu'on fait monter. Bon, on a eu trop de blessés, mais ça n'explique pas. Si on était concentré sur le but, je pense qu'on pouvait sentir le danger et sauter le ballon. On n'a pas su profiter de nos temps forts en première mi-temps. On a créé des occasions, on a essayé de faire le jeu, mais malheureusement on n'a pas marqué. Et on est tombé sur une grande équipe de Jaraaf qui avait besoin de victoire. Une victoire précieuse pour les verts et blancs de la Médina. Le Jaraaf a fait un bond sur le classement et va effacer le doute chez les joueurs. L'ISO AS Douane, nous sommes à quelques minutes de la mi-temps. Une douce froide pour les Gabolous. Pape Sini Diagne, le spécialiste des balles arrêtées à Ouakam, inscrit un coup franc magistral qui trompe le gardien douanier. Moins d'occasions de but. Peut-être les occasions que nous avons, on a mis sur le poteau. Mais avant la pause, il y a eu un coup franc qui a été magistralement tiré par Seni Diatta, qui a l'habitude de tirer ce coup franc et qui les marque parce que c'est quelque chose qu'il entraîne souvent là-bas chez nous. Bon, en deuxième mi-temps, il y a eu des correctifs. Mais malgré tout, on a été un peu bousculé. Un match technique et très physique avec peu d'occasions de but, même si l'ISO a été dominé. Elle a su garder ce but d'avance. Selon le coach des champions en titre, son équipe a buté sur une équipe bien organisée. Pour Karim Ségue Diouf, rien n'est encore joué dans ce championnat. Toutefois, les deux équipes comptent renforcer leurs effectifs après le départ de certains cadres à l'étranger. Une défaite qui peut semer le doute chez les Gabolous, qui va représenter dans moins d'1 mois le Sénégal à la Ligue africaine des champions. Mais une bonne opération pour l'ISO au grand bonheur de ce supporter wakamois, pas comme les autres. Et puis, focus ce soir sur l'un des clubs de la Petite Côte, Mbour Petite Côte, une équipe qui a failli prendre la place de leader hier, mais qui s'est fait rejoindre dans les arrêts de jeu par le Casa Sport à l'issue de cette 9e journée, la rencontre d'hier qui a vu beaucoup d'autorités sportives être présentes dans les gradins au stade Caroline Faye. Alors, pour cette saison 2015-2016, l'objectif fixé Abdou Karim Mané et ses poulains est de terminer sur le podium et de glaner un trophée. Une équipe qui s'est donné les moyens de ses ambitions, une bonne préparation, un budget assez conséquent, beaucoup de recrues, un environnement sain et de bonnes conditions de travail, nous dit-on. En tout cas, c'est le reportage réalisé par Abdou Diouf, image Babacar Ndom. Les Pélicans veulent survoler le championnat. Mbour Petite Côte s'est donné les moyens de sa politique dès le début de la saison. Le budget s'est un peu amélioré parce que je pense que cette année on tourne autour d'une centaine de millions. Mais les conditions de préparation et de performance ont été améliorées. Un bon logement, une diététique adéquate, un suivi sanitaire aussi qui n'est pas mal. Beaucoup de choses ont donc changé cette année. Sur le plan administratif, Mbaye Diouf Dia et son staff ont dû prendre d'autres dispositions. Après la saison écoulée, nous avons fait une grande évaluation. À partir de ce diagnostic, on a eu des réponses précises par rapport à ce blocage-là. D'abord, il fallait se préparer tôt, premièrement. Deuxièmement, faire évoluer les joueurs dans un autre état d'esprit. Troisièmement, leur faire prendre conscience de leurs possibilités. Les conditions de travail ont été améliorées. Impliqués dans la vie du club, les joueurs se sont sentis concernés. Équipe là, du benn jour du ñaari jour donc affaire de groupe la boo xamante ni ku ci nekk rek à sa place xam nga ñu ngi liggéey keneen koo xamante ne tey boo fi nekkulee mu jéem ko remplacer quoi. Ils essayent durant les entraînements de se donner à fond. Ils sont solidaires et généreux pendant les matchs de championnat. ci liggéey bi ñuy liggéey fii la rek parce que ñun coach bi duñu may dara dañuy liggéey yu metti fii yu méttee métti sax amul benn secret efficacité concentration xam nga relax
jël sa temps quoi devant les billes xam nga bañ a paniquer jël sa temps dugal. Les attaquants ont retrouvé l'efficacité ces dernières journées avec 11 buts marqués. doon benn comme ni ñu koy waxee rek li waa ji di faral di wax def benn dànk liggéeyandoo yaakaar naa ni moo waral loolu quoi kon kenn bu feeñee ci groupe rek mooy que ne groupe bi liggéey muy liggéey ça veut dire que du liggéeyu benn nit mais liggéeyu groupe la quoi man loolu laa ko mën a tuddee. L'autre astuce aussi, c'est que depuis la fin du championnat de l'année dernière, nous, on n'a pas lâché nos gosses. Donc, on a continué à les encadrer. Chaque semaine, on a trouvé des matchs d'entraînement, des matchs de gala, etc. pour maintenir la dynamique de groupe. Et je pense que c'est ce qui a valu ces résultats. Mbour Petite Côte est solide derrière grâce au changement avec notamment une défense composée de 5 recrues et d'un gardien qui ne jouait pas assez la saison précédente. On a ciblé des joueurs aguerris dans ce championnat que nous avons fait venir. Il y a également des joueurs que nous avions conservés l'année dernière qui ont grandi sur le plan de la mentalité. Ibou Sène Diouf, Ibrahim Khalilou Mbaye. Le 12e Pélican déploie ses ailes. Des supporters derrière leur équipe, quelles que soient les performances. Ni supporter ak ni beuré musuñu ko am. Bi ñi supporter ba légui ni supporter musuñu ko am ren. Est-ce que lolu amna lu mu changer tax ba équipe bi nek ci kaw? Waaw, joueurs yi dañ koy sentir. Joueurs yi dañuy sentir suñu taxaway bu baaxa baax. À l'issue de la 9e journée, Mbour Petite Côte est classé 2e à une longueur du leader Ndiambour. Les poulains de Karim Mané ne gagnent plus depuis 2 journées. Battus à Ngor 2-0, tenus en échec à domicile par le Casa Sport 2 buts partout, ils restent tout de même de sérieux prétendants au titre de champion du Sénégal. Voilà, donc une efficacité retrouvée, 11 buts et pour le moment le 2e donc, au classement MPC qui peut nourrir des ambitions dans ce championnat. On va enchaîner, cher Tidiane, avec les résultats de la 9e journée de Ligue 1, les résultats au complet bien sûr. Voilà, Niaritali Ndiambour, 0 but partout, les Galactiques n'ont gagné qu'une seule fois depuis le début de la saison. Giraffe Stade de Mbour 1-0, deuxième défaite du Stade de Mbour de la saison après le derby a perdu devant Mbour Petite Côte. Djambar Olympique de Ngor en but partout, bonne opération pour les Ngorois. Sunéor, US Gorée 1-0, deuxième victoire consécutive pour la Sunéor. US Wakam, AS Douane 1-0, les Gablous qui ont perdu coup sur coup, Sylvain Badji et Souri Keita partis monnayer ailleurs leur talent. Bourg Petite Côte Casa Sport 2 buts partout. Le coup d'arrêt donc pour MPC, battu la semaine dernière et tenu en échec par le Casa ce week-end. Linger GFC 2 buts partout. Bonne opération pour GFC alors que la Linger n'a plus gagné un match de championnat depuis la 2e journée de Ligue 1. Au classement donc, nous avons le Ndiambour de Louga toujours leader avec 16 points. 2e Mbour Petite Côte 15 points. 3e Guédiawaye Football Club 14 points. Guédiawaye Football Club tranquillement donc qui est sur le podium. Et puis en bas de tableau, 13e Linger 9 points. 14e Lanterne Rouge Niaritali avec 8 points. On enchaîne avec la Ligue 2, d'abord avec ces images qui vont certainement pas vous donner envie de jouer au football. En tout cas, eux, ils détestent jouer sur du sable. Ce sont les académiciens de Génération Foot. Ils n'hésitent pas à le faire savoir après avoir perdu à Dara. Ils n'ont pu faire mieux qu'un match nul samedi à Mboro devant l'Etix. Le coup de gueule de Olivier Perrin, manager général de Génération Foot sur sa page Facebook, désolé Ndiaye, qui dit bravo à tous les joueurs pour leur engagement, mais pardon, ce n'est pas du football. Alors j'avoue que cher, moi quand je regarde cela aussi, ça ne me donne pas envie de regarder. Franchement. Et puis il va même de la santé des joueurs avec cette poussière qu'on inhale quand on court. C'est vrai que beaucoup de joueurs ont appris à jouer sur du sable mouvement comme ça, mais franchement pour réussir dans le football de haut niveau, c'est pas sur des airs pareils qu'on doit évoluer. Surtout quand ils ont l'habitude de jouer sur des pelouses, donc bien tendues. En tout cas, ça a fait certainement les affaires donc, du concurrent direct Teungueth FC. Nous allons découvrir les résultats de cette Ligue 2 en 9e journée. Port donc, qui s'est imposé devant Cayor Foot 2 buts à 1. L'AS Pikine qui reprend du poil de la bête et qui bat Dara, dont l'entraîneur a démissionné la semaine dernière. Ça ne va toujours pas pour Dara, donc qui s'est incliné
2-0. La belle opération donc des Rufisquois, je vous le disais, qui s'impose à l'extérieur devant une équipe en forme, Asfa 4-0, 0-0 entre Yego et Dakar Sacré-Cœur. Donc Etix qui tient en échec Génération Foot sur le même score, 0 partout. Les étudiants en Ligue 2, donc du côté du football, qui s'imposent devant Barguet 2-0 et Narguet Renaissance 0 partout. Alors au classement, je vous le disais, la bonne opération est à mettre au compte de Tenguet FC, 22 points. Plus 15, Génération Foot à 2 points, 20 points plus 13, Etix donc 3e, 17 points plus 3 et au bas du tableau, on retrouve bien sûr la Renaissance de Dakar, 6 points donc, et puis Dara qui ne va toujours pas bien, 1 point au bout de 9 journées donc, de championnat. On enchaîne avec l'Afrique et le CHAN 2016 qui a démarré depuis samedi dernier. Les équipes locales sont à l'honneur dans cette compétition. Vous le savez, ces équipes réparties en 4 poules qui, dans un premier temps, vont essayer de se qualifier pour les quarts de finale. Dans le groupe A, bonne entame du Rwanda. Le pays hôte a battu la Côte d'Ivoire. Match nul entre le Gabon et le Maroc. Dans le groupe B, hier, les Congolais se sont baladés devant l'Éthiopie, tandis que le Cameroun a peiné mais s'est imposé devant l'Angola. Compte rendu d'Ibril Diaye. Ouverture samedi de la 4e édition du CHAN. Les autres sont bien rentrés dans la compétition. Le Rwanda qui accueille la compétition s'est imposé devant la Côte d'Ivoire 1-0. Les 3 points sont allés à ceux qui les désiraient le plus, déterminés dès l'entame de la rencontre à bousculer leur adversaire. Et c'est sur un coup franc à 22 mètres face au but d'Ali Badra Sangaré que les Rwandais ont inscrit le but de la victoire. Une immense clameur saisit le stade de Amahoro. Le Rwanda est en joie à l'image du président Paul Kagame, tout sourire au coup de sifflet final qui consacre la victoire des Amavubi devant la Côte d'Ivoire sur le score étriqué d'1-0. Dans le deuxième match de cette poule A, Panthères du Gabon et Lions de l'Atlas se sont quittés sur un score de parité 0-0, un nul qui ne pénalise personne. Le Maroc, comme souvent, a pu faire apprécier par séquence sa meilleure organisation collective, sa plus grande maturité, mais une certaine impuissance à prendre la bonne solution aux abords et dans la surface. Les Gabonais ont fait preuve de plus de vivacité, montré quelques beaux gestes techniques, mais ils furent tout aussi impuissants. Ce nul fait aussi les affaires du Rwanda et de la Côte d'Ivoire. Le Rwanda parce qu'il est le seul en tête avec 2 points d'avance. La Côte d'Ivoire parce qu'elle ne compte qu'un point de retard sur les seconds. Après Kigali, direction Ouye, 3e ville du Rwanda. Ce dimanche, la RD Congo n'a fait qu'une bouchée de l'Éthiopie lors de la première rencontre du groupe B. Score final 3-0. Les Congolais ont ouvert le score à la 44e minute avant de dérouler en seconde. Deuxième but marqué à la 47e, juste à la reprise. 10 minutes plus tard, les joueurs de Florent Ibenge scellaient le sort de cette rencontre devant des Éthiopiens trop naïfs pour exister. Dans ce groupe B se sont retrouvés Angolais et Camerounais pour la seconde rencontre. Une partie décousue où les deux équipes n'ont pas proposé un football chatoyant, mais plutôt abusé des balles aériennes. Et souvent, dans ces cas, il faut un éclair de génie. Ce dernier est venu de Eman qui exécute un coup franc magistral et ne laisse aucune chance aux gardiens angolais. Le Cameroun s'impose sur la plus petite des marges. Le match couperé s'annonce déjà pour l'Éthiopie et l'Angola, à qui il est interdit de perdre lors de la deuxième journée, au risque de disparaître. Voilà, et puis ce lundi, dans le groupe C, la Tunisie et la Guinée ont fait match nul de partout. Et le Nigeria s'est largement imposé devant le Niger, 4-1. Demain, 2 autres matchs qui vont clôturer la première journée de ces phases de poule. Zimbabwe-Zambie et puis Mali-Ouganda. À cette occasion justement du CHAN, l'Afrique draguée par les candidats à la présidence de la FIFA. Oui, pour le début de la compétition, Kigali a eu l'honneur d'accueillir 2 candidats à la présidence de la
la FIFA, le Cheikh Salman, président de la Confédération asiatique, et Gianni Infantino, le Suisse secrétaire général de l'UEFA. L'Afrique particulièrement draguée à quelques jours de cette compétition, de cette élection. La CAF annoncera le nom du candidat qu'il soutiendra à l'élection de la présidence de la FIFA à l'occasion de son comité exécutif qui se tiendra le 5 février prochain. C'est ce qu'a déclaré Hicham El Amrani, le secrétaire général de la Confédération africaine de football. Le continent africain compte 54 fédérations nationales et dispose du plus gros réservoir de voix devant l'UEFA, d'où un intérêt certain pour les 5 concurrents. Rappelons leur nom: le Cheikh Salman de Bahreïn, président de la Confédération asiatique; Gianni Infantino, le Suisse secrétaire général de l'UEFA; le Sud-Africain à Tokyo, Sex Valley; le prince Ali Ben Al-Hussein, 39 ans, président de la Fédération jordanienne de football; et puis le français Jérôme Champagne. L'élection est prévue le 26 février prochain. Voilà, les 5 candidats que vous venez de découvrir à l'écran. Et puis à présent, nous a rejoint sur ce plateau le fameux gagnant du maillot de l'enfant de Mbour, Moussa Konaté. Donc il s'appelle Elhadj Djibi Diouf. Elhadj, bonsoir. Bonsoir, Mafadou. Comment allez-vous? Oui, ça va. Alors, comment vous avez fait pour participer au jeu? Parce que c'est important de le savoir. Bon, j'ai suivi l'annonce à la télé et je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance et j'ai trouvé la bonne réponse. Et c'est comme ça que j'ai parvenu à gagner. Très bien. Vous êtes fan de Moussa Konaté? Bien sûr. Très bien. Alors, j'ai le plaisir donc de vous remettre son maillot. Je pense que vous pourrez le montrer aux téléspectateurs. C'est pas du fake comme on dit. Donc, le maillot FC Sion de Moussa Konaté, c'est très simple. Vous pouvez aller sur la page Facebook, bien sûr, et vous savez comment ça marche. Alors, comment vous appréciez un peu très rapidement l'émission? L'émission, je trouve exceptionnelle, puisque en suivant les buzz du web et en suivant aussi, ça me permet de savoir, de connaître les résultats de la Ligue 1, de la Ligue 2 très bien. En général. Qu'est-ce que vous avez envie qu'on donne de plus? Pour moi, tout est parfait dans cette émission. D'accord, merci. Un peu de foot européen. Oui, un peu de foot. Voilà. Voilà. Et là, c'est le parfait candidat. Vous restez avec nous, bien sûr. Vous pouvez continuer à jouer, hein. Il n'y a pas de limite donc, sur les jeux. Donc, vous pourrez jouer peut-être pour le prochain jeu. Là aussi, c'est toujours sur notre page Facebook. L'homme dont on va parler, bien sûr, pas sûr qu'il reste d'ailleurs dans son club. Il fait l'objet de toutes les attentions, à la fois des clubs et des médias. Lui, c'est le milieu de terrain, donc Chernoy. SAU vous fait gagner son maillot avec Angers. Ça peut être un collector, bien sûr, s'il bouge d'ici quelques jours ou d'ici la fin de la saison. Alors, la question est plutôt simple et ceux qui suivent l'actualité pourront y répondre sans problème. L'international sénégalais Chernoy a évolué durant 3 saisons à Créteil avant de rejoindre en 2015 le club d'Angers. Comment est-il arrivé à Angers? 1. Il a fait l'objet d'un prêt. 2. Il a fait l'objet d'un transfert. 3. Il est arrivé libre. Je pense que sur ce plateau, on connaît déjà la réponse, mais il ne faut pas la donner. Il ne faut pas la donner. Merci Elhadj de nous avoir donc, rejoints sur ce plateau. Merci beaucoup. Et puis, vous êtes étudiant, élève? Je suis étudiant maintenant. Très bien, vous avez un bon niveau de français et c'est rare aujourd'hui. Merci. On va enchaîner avec le foot européen, avec la 10e victoire consécutive de la Juventus. Ouais, pour faire encore plaisir à Elhadj, 10e victoire consécutive de la Juventus de Turin qui revient désormais à 2 points du leader napolitain. En Angleterre, Man U fait un hold-up devant Liverpool, mais le trio de tête de la Première Ligue ne change pas. Pareil pour la Liga, dominée par l'Atlético de Madrid, de FC Barcelone et le Real de Madrid. En France, Saint-Etienne, sans briller, a remporté le derby rhodanien. Monaco chipe la 2e place à Angers. Le tour des championnats européens, c'est avec Chersali Boudiara. Choc de la 21e journée de Ligue 1, le derby Saint-Etienne-Lyon a vu la victoire des Stéphanois 1-0, une réalisation de la nouvelle recrue Sodolan qui permet à Saint-Etienne de remonter à la 5e place du classement. Un classement toujours dominé par le Paris Saint-Germain, vainqueur chanceux à Toulouse grâce à Ibrahimovic. Les Parisiens gardent leur invincibilité et maintiennent un écart de 21 points sur leur nouveau dauphin Monaco. Les Monégasques victorieux à Lorient 2-0 devancent maintenant de 2 points le précédent 2e Angers
Angers battu à Nice 2-1 sur 2 pénaltys de Ben Arfa. Pendant ce temps, les Marseillais sont allés dominer Caen 3-1, des buts signés Batshuayi, Nkoudou et Bounassar qui portent l'OM dans la première partie du tableau à la 6e place. En revanche, c'est le statu quo et des cartons pour le trio de tête de la Liga à l'issue de la 20e journée. Le leader Atlético Madrid s'est baladé à Las Palmas 3-0 avec un doublé d'Antoine Griezmann. Barcelone, deuxième à 2 points avec un match en moins, n'a fait qu'une bouchée de l'Athletic Bilbao 6-0. Bien aidé par l'expulsion du gardien basque, le trio d'attaquants barcelonais y est allé chacun de son but. Suarez en a même marqué 3 pour devenir seul le meilleur buteur de la Liga avec 18 buts. À la dernière place du podium, à 4 points du leader, le Real Madrid a laminé Sporting Gijón 5-1. Cristiano Ronaldo et Karim ont chacun réussi un doublé après l'ouverture du score par Gareth Bale. L'équipe de Zidane enchaîne une deuxième victoire de rang. Pas de changement également à la tête de la Premier League après la 22e journée. Tenu en échec par Stoke City, 0 but partout, Arsenal est toujours leader à la différence de but. Son premier poursuivant, Leicester, n'a aussi pu faire mieux qu'un nul, un but partout face à Aston Villa. Manchester City, facile vainqueur de Crystal Palace 4-0, en a profité pour revenir à 1 point d'Arsenal. Le derby d'Angleterre entre Liverpool et Manchester United, rencontre phare de cette journée, a finalement tourné à l'avantage des Mancuniens 1-0, nettement dominé dans la partie. Les coéquipiers de De Gea peuvent remercier Wayne Rooney, opportuniste. Pour Chelsea, la saison de galère continue. La bande à Diego Costa s'est encore contentée de nul, 3 buts partout face à Everton. C'est à la 98e minute que John Terry a arraché le nul, en but entaché d'une position de hors-jeu. En Italie, pas de chamboulement aussi sur le podium de la Série A à la finale de la 20e journée. Naples garde la tête après sa victoire face à Sassuolo, 3-1. Son attaquant Gonzalo Higuain, auteur d'un doublé, son 5e lors des 7 derniers matchs, en est le grand artisan. La Juventus suit à 2 points après sa victoire à Udinese 4-0 avec un doublé de Dybala. C'est la 10e victoire de suite des coéquipiers d'Alexandro. L'Inter de Milan, 3e, peine toujours en 2016. Les interistes enchaînent en effet un 2e nul, cette fois-ci un but partout devant Atalanta. Leur voisin, le Milan AC, a remporté le choc de la journée face à la Fiorentina 2-0 sur des réalisations de Bacca et Boateng. Voilà, le Milan qui retrouve des couleurs, ça faisait longtemps que ce n'était plus arrivé. On va enchaîner avec Mamadou Ndiaye pour les Buzz du Web. Bonsoir Mamadou. Bonsoir Mafatou, bonsoir Cheikh Tidiane. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien. On démarre avec Maradona, un très charrieur qui porte un t-shirt qui ne va pas plaire à Platini Blatter avec une inscription de voleur. Voilà ce que pense Diego Maradona de Michel Platini et Sepp Blatter. Le légendaire footballeur argentin aborde fièrement un t-shirt bleu ciel où les visages des deux dirigeants ne font plus qu'un. Et la légende partage ce cliché sur son compte Instagram. Il enfonce le clou avec cette citation. Cela fait 25 ans que je vous le dis, signé Maradona sur son compte Instagram. Il reste égal à lui-même. Alors, Messi, son compatriote argentin, n'est pas seulement doué sur le terrain, mais sait aussi répondre aux provocations. C'était au cours de la rencontre de Coupe de Roi opposant l'Espagnol au FC Barcelone, 2-0, c'était le mercredi soir. Lionel Messi a répondu à une attaque sur son physique de la part d'Alvaro, le défenseur de l'Espagnol. Alvaro dit à Messi, tu es très petit. Messi lui répond, tu es très mauvais. Et un échange verbal qui n'a pas manqué d'amuser un peu les internautes. Et puis Alvaro qui a dit en zone mixte après qu'il a tout à fait raison. Qui a raison? Les deux ont raison. Ils ont rigolé. Tout à fait. Alors, on va parler d'un international ivoirien ancien, Didier Drogba, qui s'essaie au basket et ça lui réussit plutôt bien. Eh bien, l'Ivoirien est loin d'être mauvais au basket, si l'on en croit les lancers francs réussis jeudi dernier à l'occasion du match de NBA délocalisé à Londres. C'était entre Toronto et Orlando, remporté par les Raptors 106 à 103. Après prolongation, on va aller découvrir Didier Drogba, loin des terrains, mais cette fois-ci sur le parquet. Bientôt, on va organiser un
Concours de panier sur Sport à la Une pour voir qui est le plus adroit de tous. Oui. Le gagnant, je pense que ce serait un caméraman de Sport à la Une qui est là tout juste derrière moi. Oui, c'est vrai. Non, il ne fera pas partie du concours en fait, c'est juste nous. La vidéo bonus à présent, l'énorme raté d'un attaquant en Israël, comme quoi parfois c'est plus difficile de rater que de marquer. Oui, en tout cas, l'attaquant s'est positionné pour le titre du raté de l'année. On va aller découvrir l'action qui s'est passée dans le championnat israélien. On va aller découvrir cet attaquant. משהו, זהבי מכניס את זה פנימה, והנה הרביעי, לא! אני לא מאמין. Alors, Mamadou Ndiaye, j'espère que tu es plus efficace que cet attaquant. Bien sûr, bien sûr. À vérifier. Alors, on va finir par cette vidéo très partagée sur le web. Oui, c'est une vidéo très partagée. En tout cas, ces temps-ci, un coup franc exceptionnel. Je vous laisse découvrir. Et ça se passe au Japon. Marquez les pas 1, 2. C'est exceptionnel. Non, mais bon, je pense que c'est l'influence asiatique. Ah oui, il y a toujours les arts martiaux ouais, surtout ça, je pense à ça, qui sont mélangés à l'art du foot. Voilà, je pense que c'est déjà fini. Oui, c'est déjà fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous l'année prochaine. Inch'Allah, s'il plaît à Dieu. Merci à toi, Mamadou. Merci, cher. Merci beaucoup. Merci aux équipes techniques qui nous ont accompagnés donc, dans la réalisation, la tenue de cette émission. C'est fini pour ce soir. L'occasion aussi pour moi, au nom de toute l'équipe de Sport à la Une, de présenter nos condoléances à notre consoeur Binta Diallo de la RFM qui a perdu sa mère ce dimanche. Que la terre de Yoff lui soit légère et que le paradis soit son éternelle demeure. Excellente soirée, à lundi prochain. Au revoir.